Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Dominique Potier, député socialiste de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Dominique Potier. Bonjour. Enfant d'une famille de paysans lorrains, vous avez, après un engagement dans l'Action catholique et des études agricoles, repris une exploitation dans votre région. Avec d'autres agriculteurs, vous créez une coopérative bio et éducative à Lay-Saint-Rémy, un village dont vous serez pendant 3 ans le maire, avant de devenir président de la communauté de communes du Toulois, le pays de Toul. Depuis 2012, vous êtes élu député socialiste de Meurthe-et-Moselle et vous avez été élu en battant la candidate LR, Nadine Morano. Vous serez en 2017 l'un des rares socialistes à survivre à la vague En Marche. Inspiré par la pensée d'Emmanuel Mounier, vous avez fondé en 2013 Esprit Civique, un cercle de réflexion, un laboratoire d'idées pour proposer une forme de réarmement moral à l'engagement, à l'action politique dans un contexte de crise civique et républicaine. Ce cercle de réflexion tiendra son université d'été à Cluny les 28 et 29 septembre prochains. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent de la Croix, par Romain Mazenot de RCF et par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Avant de passer, Dominique Potier, en revue l'actualité dense de la semaine, une question plus personnelle. J'ai dit vous avez une activité d'agriculteur. Est-ce que vous avez toujours les pieds dans la terre ? Je ne passe pas un week-end sans faire un tour à la ferme, sans parler à un de mes associés qui ne sont pas d'origine agricole. C'est peut-être une fierté, c'est que la coopérative, le GAEC que nous avons formé, est composé de personnes qui avaient d'autres métiers, instit, commercial, sidérurgiste, et qui sont venus pour réaliser leur vocation dans un mouvement coopératif et bio. Je ne passe pas une semaine sans leur parler et sans faire un tour pour aller voir les bêtes, les champs, en courant ou d'une manière ou d'une autre. Des coups de main malheureusement trop rares. Par contre, je ne peux pas être tout à fait équilibré si je ne manipule pas en ce moment des pommes, hier des mirabelles, ou si je ne fais pas mon bois. Donc j'ai besoin de ce rapport à la terre, à la matière, dans mon équilibre personnel. Oui. Une première question, cette première partie de Face aux chrétiens de Corinne Laurent de la Croix. Bonjour Dominique Potier. Où en est Esprit Civique, le cercle de réflexion que vous avez contribué à créer, en présence de Jacques Delors, je le rappelle ? Oui, Jacques Delors qui avait accepté de parrainer, c'était un immense honneur pour nous. On a tous un panthéon personnel, collectif. Dans ce panthéon, pour ma part, il y a des personnes aussi différentes qu'Edgar Pisani, Pierre Mendès France, et puis Jacques Delors. Dans la société civile, Geneviève de Gaulle-Antonios fait partie des personnes qui m'inspirent et que je relis régulièrement. Mais la présence de Jacques Delors, le dialogue que nous avons eu avec lui en amont et sa présence ce jour-là a été pour nous un élan extraordinaire, un immense honneur. On continue à penser à lui, y compris dans ses difficultés, sa souffrance personnelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de repenser avec Jacques Delors l'Europe et le monde contemporain. Et la pensée que... Oui, voilà. Quels sont les travaux que vous menez ? Est-ce que c'est utile à la gauche, par exemple ? Esprit Civique naît en 2012-2013 de la rencontre de députés et d'acteurs de la société civile qui sont convaincus que la biodiversité est une chance. Moi, je le sais comme paysan, comme écolo, comme homme politique, responsable d'un territoire pendant des années. Je le pense profondément que dans la vie politique, on a besoin d'avoir des sources diverses et des sources profondes. Et dans ces sources, le personnalisme, la tradition sociale chrétienne, l'héritage social chrétien fait partie de ces sources qui ont été extrêmement fécondes dans la vie politique, dans la construction européenne, dans le mouvement coopératif, dans l'attention aux plus fragiles. Il y a une grande histoire, une longue histoire. Et cette histoire a inspiré la vie politique dans sa diversité, souvent pour le meilleur, et souvent pour le meilleur. À droite, au centre, à gauche. Et cette source, à gauche, a été tarie. Effet de génération, rupture de transmission. Et je crois que Esprit Civique, c'est à la fois un dialogue, une interface entre le monde politique, les personnes qui sont en responsabilité dans une métropole, une région, un département, qui sont députés, on est plus rare, mais on est encore là, et des acteurs de la société civile, mais c'est aussi un effet de génération. La génération Delors, incarnée aujourd'hui par François Soulage, par des personnes comme Jérôme Vignon, dialogue avec des personnes qui émergent dans la vie publique, qui ont 20, 30 ans, et ce dialogue-là me paraît important. Vous savez, moi j'ai une cinquantaine d'années, on est de passage. Et ma priorité, c'est peut-être que la génération Delors dialogue avec ces jeunes en quête de sens et de racines, et que
peut-être il renouvelle en profondeur la vie politique. Nous sommes dans la quête d'un nouvel humanisme qui refonde la République française et l'espace européen. Et je crois que la pensée sociale chrétienne, cet humanisme-là, vous avez cité Mounier, mais on pourrait dire Ricoeur et Lévinas, bien sûr, sont extrêmement modernes aujourd'hui. Et alors à présent, vous êtes l'un des députés socialistes survivants du quinquennat de François Hollande. Comment existez-vous à l'Assemblée nationale entre un groupe pléthorique, celui de La République En Marche, et des députés peut-être moins nombreux que vous, les socialistes, ceux de la France Insoumise? Alors, j'ai une formule. Il faut plus parler d'eux. Hein. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, on les entend un peu plus actuellement peut-être que les socialistes. Moi, c'est pas une attaque contre nos collègues insoumis. Je veille, c'est la thèse du catamaran. Pour ma part, je pense qu'il faut dialoguer avec notre gauche. Avec le groupe communiste, on a une grande complicité qui s'est établie. Et il y a une curiosité avec le groupe insoumis, une curiosité qui est faite de résistance culturelle et puis en même temps d'attirance. Parce que pour beaucoup d'entre eux, je ne parle pas de leur mentor, mais je parle des personnalités, des membres d'Insoumis, il y a une quête d'idéal à laquelle je suis sensible. J'ai par exemple avec François Ruffin un compagnonnage amical et idéologique qui est fécond, qui est fait de doutes, de recherches communes. Par exemple, Clémentine Autain qui pourrait être un milieu culturellement, mais j'ai une curiosité, un dialogue avec elle. Donc moi je crois à ce dialogue des personnes, j'ai évoqué des camarades communistes, mais j'ai ce même dialogue avec pas mal de députés En Marche et beaucoup du groupe Modem. Et je crois beaucoup à cette idée que finalement le centre-gauche, ce qu'est le Parti socialiste, ne pourra avoir un avenir que dans cette capacité de dialogue, à la fois avec ceux qui incarnent une espérance à gauche. J'ai une formule un petit peu lapidaire qui dit la gauche dans sa diversité, le centre dans son ambiguïté. Il faut que nous dialoguions avec les uns et les autres, y compris pour fixer notre propre cap qui est aujourd'hui incertain. Voilà. Donc c'est le travail que je fais à l'Assemblée. Nous sommes des rescapés, à nous de devenir des éclaireurs. On ne le fera que dans le dialogue, qu'en étant en profondeur et non pas en surface. Et je le dis à tous, l'antimacronisme ne constitue pas une doctrine. Justement, ces passerelles que vous souhaitez entretenir avec votre gauche, est-ce qu'il faut aller plus loin en vue des élections européennes? On sait que ça sera une bataille importante. Le Parti socialiste a formulé des premières propositions qui montrent un petit basculement idéologique vers la gauche, des petites concessions. Moi, honnêtement, je fais partie du bureau national, d'un secrétariat national sur les questions agricoles et rurales. J'accompagne Olivier Faure de toutes mes forces pour accompagner cette renaissance du Parti socialiste. Il n'est pas trop effacé? Mais écoutez, on va l'aider. D'abord, ce n'est pas Olivier Faure seul, c'est Olivier Faure avec un collectif. Je veux affirmer que nous sommes nombreux derrière lui, même si, un peu comme les Insoumis, nous ne sommes pas ceux qui font le plus de bruit, mais le bruit ne fait pas toujours du bien. Donc moi je crois au travail en profondeur, et tous ceux qui bossent en profondeur dans l'intérêt général sont aujourd'hui, et qui sont derrière Olivier Faure, fondent une espérance, et au-delà de sa personnalité, mais autour de sa personne, de faire un travail sincère de refondation au centre-gauche. Moi, vous savez, je fais ce travail autour du Parti socialiste, mais au-delà du Parti socialiste, je pense profondément que à gauche et au centre, nous devons refonder une espérance qui soit une alternative aux deux grands périls qui menacent notre société, c'est la tentation ultralibérale et la tentation autoritaire. Et je pense que ces deux périls-là, pour les conjurer, nous avons besoin, et pour moi, le périmètre politique, il va du centre. Alors, c'est une position singulière, c'est peut-être pas celle du Bureau national, mais c'est ma part de liberté. Elle va du centre à la diversité des gauches. Et ce n'est pas dans l'addition des appareils, dans les concessions sur un programme européen à tel ou tel sous-courant d'un parti qui aujourd'hui a peu d'écho dans l'opinion publique que nous allons établir une espérance. Nous allons la fonder sur notre capacité au-delà des clivages traditionnels, à poser les vrais enjeux du monde et à nous poser face à eux. Or, les enjeux du monde aujourd'hui, c'est est-ce que nous pouvons refonder une Europe démocratique, espérante, et deux, est-ce que nous pouvons ensemble faire face aux périls écologiques? C'est les deux grandes questions. Tout le reste est assez secondaire. Et pour ma part, je pense que toute concession à une logique progressiste qui s'opposerait à la montée des nationalistes et qui ferait fi du débat socio-économique et du débat sur le libéralisme et sur les nécessaires régulations du monde serait une imposture. Donc je m'inscris parfaitement dans le programme du Parti socialiste pour les européennes qui vise à la fois à établir de nouvelles régulations et à refonder et à considérer que
l'Europe peut se disqualifier sur ses modalités, mais sur ses finalités et sur son existence même, elle n'est pas négociable. Nous devons être les premiers Européens et nous devons être convaincus que la gauche est une part de l'avenir de l'Europe. Est-ce que ce n'est pas quand même l'échec aussi du quinquennat précédent, de François Hollande? Vous dites, moi je veux rassembler du centre à la gauche. On a bien vu toute la difficulté qu'il y avait justement à faire cette synthèse, à l'exercice du pouvoir. Alors, chaque fois qu'on va la faire de façon horizontale, en faisant une concession, en allant chercher des personnes, en débauchant, en faisant toute cette mamaille politique, c'est à peu près, ces zigzags, etc., on voit ce que ça donne et c'est un effondrement. Moi, je pense profondément que la renaissance politique à gauche et au centre, ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron, je dis ce qu'a tenté parce que c'est mal parti aujourd'hui, objectivement, c'est mal parti. Pas seulement pour les péripéties actuelles, mais c'est mal parti sur le fond, finalement. On voit une sorte de dévoilement d'un écueil de la verticalité et d'un écueil des inégalités. Bon. Mais si nous voulons refonder une authentique espérance sur cet espace politique qui seul peut faire face, je leur dis, aux épats du monde, aux dangers du monde que sont le péril écologique et le péril démocratique tel qu'il se dessine notamment en Europe orientale, mais pas seulement dans l'Europe du Sud, regardez l'Italie, eh bien, je pense que nous devons aller en profondeur et en hauteur. Et il se trouve que les thèmes que je porte avec d'autres, toujours dans des collectifs, pas forcément politiques, mais avec la société civile, sont de nature à rassembler à la fois des personnalités qui vont venir du MoDem ou de la France insoumise. Je prends un seul exemple. Nous avons, à partir de l'expérience du devoir de vigilance, de la protection du travail au bout du monde, la lutte contre l'esclavage moderne, les atteintes à l'environnement, établi un nouveau droit, devoir pour les multinationales, qui est un devoir de vigilance sur les droits humains et l'environnement. Une idée assez tout à fait novatrice qui aujourd'hui fait école dans le monde. 4 ans de combat législatif. Nous travaillons contre les paradis fiscaux. Nous étions encore en débat à l'Assemblée sur une loi contre la fraude fiscale. Et puis, je travaille sur le foncier, on y reviendra peut-être, sur la protection du foncier contre l'accaparement des terres. Des sujets qui sont majeurs pour l'avenir de la planète et l'avenir du monde. Bon. Sur ces sujets-là, il fallait réformer la Constitution et considérer que le droit de propriété et la liberté d'entreprise issue de l'émancipation propre aux Lumières et à la Révolution française devait être revisitée par la notion très contemporaine de bien commun. Et bien sur ce sujet-là, qui redit la priorité politique, le bien commun par rapport à l'esprit d'entreprise, ou plutôt l'esprit d'entreprise au service du bien commun, sur ce type de sujet, et c'est ce que je porte dans les combats politiques, protéger la Terre comme un bien commun, permettre à l'esprit d'entreprise de se déployer partout sur la planète, sur ces sujets-là, eh bien nous pouvons parler aussi bien à des personnes enracinées dans des traditions chrétiennes démocrates comme au MoDem, qu'à des personnes épris de justice et d'une autre mondialisation qui sont à la France insoumise. Pour moi, le rassemblement, il se fera par le haut, il ne se fera pas dans des négociations horizontales. Et c'est la petite contribution que j'essaie de faire avec Esprit Civique, avec d'autres. Alors, Esprit Civique, c'est le rendez-vous de Cluny, ça je veux absolument le dire. Il faut venir nombreux, il reste une 50aine de places encore aujourd'hui à Cluny. On va parler culture, on était beaucoup sur les modèles de développement, on va parler culture, parce que la question de la culture par rapport au transhumanisme, la question de la culture par rapport à la marchandisation de l'espace public, à la mise en cause de l'intime, de la dimension spirituelle de chacun, est un vrai sujet. Donc nous avons choisi la culture comme un jardin extraordinaire, comment faire du commun, comment préserver l'intime dans une société marchande, dans une société de la connexion permanente. C'est le sujet qui va nous rassembler à Cluny pour une bonne journée de travail répartie sur le vendredi après-midi et le samedi. C'est accessible, c'est populaire. Venez. Le message est passé. Corinne Laurent, une dernière question dans cette première partie de Face aux chrétiens. Vous avez effleuré un petit peu le sujet. Est-ce que vous estimez que Emmanuel Macron s'est trop coupé de ce que l'on appelle les territoires aujourd'hui? Vous êtes un élu des campagnes. Beaucoup de maires démissionnent, prennent des distances avec des fonctions qui deviennent parfois trop difficiles, presque vaines. Écoutez, moi, ce que j'observe sur le terrain, et Dieu sait si le terrain, on y est. Quoi. Là, j'ai fait mon programme du week-end. Je sais pas, je rentrais à 17h dimanche et on est souvent, voilà, du samedi, tout le temps. Tout le week-end, on est sur le terrain quasiment. Donc on écoute, on rencontre un nouveau chef des sapeurs-pompiers, une association de randonnée, etc., une association de lutte pour l'alphabétisation, etc. Je vais rencontrer toutes ces personnes, commémoration de 14-18, etc. Qu'est-ce que nous disent les personnes? Et il faudrait tout mettre sur le dos d'Emmanuel Macron, ce serait un mauvais procès, ça serait malhonnête. Mais ils nous disent que on a perdu cette idée de l'enracinement.
Et moi, je pense qu'à gauche, on fait une erreur capitale en pensant que cette question de l'enracinement doit être dans le capital politique de la droite. Moi, je pense que nous devons revendiquer que notre accès à l'universel, il passe par l'enracinement. Et que cet enracinement, c'est celui dans un territoire. L'amour du pays est un profond vecteur de l'amour de la République, et j'espère de notre place de citoyen du monde. Et c'est ce fil qu'il nous faut reconstruire aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous disent des maires? C'est que bousculer par des lois, par des coupes budgétaires, ils se sentent profondément méprisés dans leur fonction d'animateur du territoire. C'est ce que nous disent des leaders associatifs, ce que nous disent des leaders sportifs. On voit qu'on coupe, quand on voit la fonction d'éducation populaire, d'éducation citoyenne du sport, et de son rôle dans la santé, et qu'on coupe des budgets sur le sport, eh bien, il y a une sorte d'incompréhension. Donc je pense qu'il y a une menace permanente pour les pouvoirs, et notamment ce pouvoir, de se couper du peuple et des leaders. On va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Merci Corinne Laurent, et vous serez interrogée tout à l'heure par Romain Masneau de RCF. Nous nous retrouvons dans un court instant, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Dominique Potier, député socialiste. Il est interrogé dans cette deuxième partie par Romain Masneau de RCF. Bonjour Dominique Potier. Je voulais revenir, avant d'évoquer la loi Pacte, sur une question strictement politique. Vous disiez à l'instant il est important de dialoguer aussi avec la France insoumise. Vous disiez même que vous aviez un compagnonnage avec François Ruffin. Et puis vous dites dans le même temps il faut qu'on soit les premiers Européens au Parti socialiste. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? On sait combien la France insoumise critique l'Europe, Madame Merkel, comme l'appelle Jean-Luc Mélenchon. Je ne partage pas ce point de vue, je l'ai dit, je suis en désaccord avec les mentors de la France insoumise. Nous avons des vraies différences, notamment sur la place de l'entreprise, on va y revenir. Et ce n'est pas seulement les mentors, c'est tout le parti qui est très critique de l'Europe telle qu'elle se fait aujourd'hui. Je ne partage pas du tout la visée européenne de la France insoumise. C'est vraiment un sujet de différence qui est extrêmement clair avec eux. Je l'assume totalement, vous avez raison, et merci d'avoir souligné. Il n'empêche que nous devons rentrer dans la complexité des sujets. Et si nous avons un désaccord sur ce point-là, nous pouvons ensemble penser qu'il faut des nouvelles régulations dans le monde, qu'elles ne conditionnent pas notre adhésion à l'Union européenne. Mais par contre, quand ils se battent, hier nous nous battions pour une liste claire des paradis fiscaux, pour une nouvelle échelle des valeurs dans la mondialisation, pour penser des traités d'une nouvelle génération qui intègrent les droits humains et la protection de l'environnement. Sur ces points-là, nous pouvons nous retrouver. Par contre, il me semble que le chemin pour la France, c'est l'Europe. Notre chemin dans la mondialisation, c'est l'Europe. Elle passe donc par des compromis nécessaires, par réalisme politique et par solidarité avec cette espérance et cette civilisation européenne dont nous sommes les héritiers. Donc là, c'est une vraie différence avec eux. Sur la politique internationale, il y en a d'autres, on n'a pas le temps de les évoquer, je pense, ici, mais ces différences n'empêchent pas le dialogue. Alors, vous avez été rapporteur il y a quelques mois d'une proposition de loi socialiste pour instaurer une cogestion à la française, avec une nouvelle conception de l'entreprise, pour permettre une présence plus importante des salariés dans les conseils d'administration, notamment. Cette proposition a été rejetée par la majorité. La loi Pacte actuelle, telle qu'elle est débattue, elle a pour objectif notamment de prendre en compte les conséquences économiques, sociales, environnementales des activités des entreprises. Pour vous, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut une clarification, parce qu'effectivement, on retrouve dans la loi Pacte posée par le gouvernement, par Bruno Le Maire, des mots et des idées qui peuvent ressembler à celles que nous avons défendues. Donc il y aura un effort de clarification, c'est la semaine prochaine, c'est dans l'hémicycle, c'est pour 6 jours. On est prêt à ce combat politique, qui sera un combat loyal et le plus possible éclairé. Nous avons un dialogue de qualité avec la majorité sur ces sujets. Nous avons des différences de visée idéologique, nous allons les clarifier et les porter au débat. Et puis il y aura des points d'accord. Encore cet après-midi, au nom du groupe socialiste, je vais chercher un terrain d'entente sur un sujet précis où on peut se mettre d'accord sur l'artisanat, sur les sociétés de mission, sur des points qui sont des points convergents. Chaque fois qu'on peut être ensemble et se relier dans l'état actuel de la démocratie. Quand on peut se respecter et co-construire, on peut le faire. Et en même temps, il faut clarifier nos désaccords pour ne pas créer de confusion. Par exemple, les points de convergence, ça pourrait être la numérisation des données, la suppression des seuils qui sont parfois des contraintes pour les entreprises. Sur les seuils, on n'est pas d'accord. Il y a une disproportion, mais c'est très technique. Mais mettre 5 ans pour revenir à un seuil de moins de 50 salariés, c'est supprimer le seuil des 50 salariés, donc c'est une hypocrisie. Et ça, on le dira très clairement. Par contre, il y a des propositions sur lesquelles nous aurons une dizaine de propositions qui sont pro-entreprise, pro-PME dans nos territoires. Elles sont des
mesures de simplification, de justice, de lutte contre la concurrence déloyale que nous allons apporter avec Boris Vallaud, Marie-Noëlle Battistel et Régis Juanico, et puis tout le groupe autour de Valérie Rabault. Et ces combats pour l'entreprise, je vais quand même reprendre un peu d'histoire. Ils sont nés au Collège des Bernardins. Je vois ici, c'est pas un paradoxe, je pense, c'est rendre hommage à la pensée contemporaine. Là, et c'est en creux une critique de notre propre exercice de la responsabilité politique. Partout où on pense aujourd'hui, on commet un acte révolutionnaire. Et je voudrais rendre hommage à ceux qui, il y a 9 ans, ont lancé une réflexion prospective au Collège des Bernardins avec des sources disciplinaires, interdisciplinaires, avec des horizons internationaux, avec un dialogue qui se nourrit d'une partie du monde de l'entreprise, du monde syndical, des ONG, et qui a permis un dialogue qui a pensé l'entreprise au XXIe siècle. Quelle est l'issue des travaux des Bernardins? Ils nous disent, et c'est en fait, le groupe socialiste s'est inspiré de cette tradition, et l'a repris, l'a traduit en propositions politiques. Ils disent que l'entreprise a d'autres finalités que l'appât du gain et le partage des bénéfices entre associés. Cette vision qui remonte à Napoléon, au Code de Napoléon, doit être revisitée dans le monde contemporain. L'entreprise doit agir en tenant compte des conséquences. Ce qui sera fait avec la loi Pacte, on va vers une redéfinition de l'entreprise ou pas? Alors oui, il y a une réforme du Code civil, on peut le saluer, et comme la CFDT marquait ce point d'étape, on peut dire que la formulation n'est pas heureuse et que la nôtre est plus précise, etc. Mais on ne va pas faire un combat sur le sexe des anges en l'occurrence, on va dire qu'il y a l'accomplissement du Collège des Bernardins passerait par une formulation plus claire que celle qui va être retenue. Mais l'essentiel n'est pas là. Le deuxième élément, c'est par rapport à la grande déformation entre le partage des bénéfices, entre le capital et le travail, qui est un phénomène qui a des conséquences terribles dans nos économies et pour l'austérité, notamment pour les milieux populaires en Europe, depuis les années 90. Nous affirmons que les salariés ne sont pas des parties prenantes de l'entreprise, comme le pense aujourd'hui la majorité. Ils sont des parties constituantes et qu'ils doivent faire partie à la bonne hauteur de la codétermination, je préfère ce terme à la cogestion, des entreprises. Bref, il faut piloter ensemble dans les conseils d'administration, comme le font l'Allemagne, la Suède, 8 pays du nord de l'Europe, avec un certain succès pour trouver des compromis qui permettent à l'entreprise de s'adapter aux mutations contemporaines et de garder leur enracinement dans les territoires. Donc ce modèle européen du Nord, nous voulons le faire neutre. Et puis, nous affirmons, parce que c'est important, qu'il faut une responsabilité sociale et environnementale d'un nouveau type. Moi, je plaide pour un label public qui permette à chacun, et si on est au fond philosophiquement libéral, on devrait l'accepter, chacun dans sa liberté d'épargnant, de consommateur et de collaborateur, de savoir à quelle entreprise on a affaire. Le reporting de la responsabilité sociale et environnementale aujourd'hui, c'est du B2B, c'est fait en monde fermé, dans un bulle clos, c'est plus de la propagande que de l'orientation. Je rêve d'un label public qui nous dise qu'il y a des entreprises rouges, orange ou verte en fonction de leur impact sur l'environnement et la société. C'est pas au niveau européen qu'il faut le faire, ça. C'est pas au niveau européen qu'il faut le faire. Mais chaque fois qu'on nous dit qu'il faut le faire au niveau européen, on désespère le peuple. Moi, je pense. Quand vous dites que vous êtes les premiers Européens. Oui, mais écoutez, le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, on avait attendu que l'Europe le fasse, et l'abolition de l'esclavage, on avait attendu que tous les pays le fassent. Non, il y a des pays qui, à un moment donné, doivent affirmer avec force, ou des groupes de pays. En Europe, c'est compliqué en ce moment de faire un groupe de pays. Mais en tout cas, des pays peuvent innover et entraîner les autres. C'est-à-dire que l'Europe est un socle et un minimum, mais elles ne doivent en aucun cas empêcher des pays d'avoir des intuitions et de les porter. Le devoir de vigilance aujourd'hui, pour moi, c'est des déplacements partout en Europe, mais c'est également des invitations en Amérique latine. J'étais à l'ONU l'année dernière, je vais à Genève début octobre, pour plaider un modèle français qui aujourd'hui fait école dans le monde. Donc il ne faut pas que l'Europe soit quelque chose qui tarisse nos intuitions et notre envie d'innovation, il faut que ce soit au contraire un élan. Toutes nos propositions, y compris sur le reporting fiscal complet, y compris sur des écarts de revenus, nous proposons très clairement qu'au-delà d'un facteur 12, un rapport de 1 à 12, personne ne pouvant décemment gagner en un mois plus qu'un autre en un an. Ça, c'est un point de vue philosophique et moral que je pose aujourd'hui. Il y a un écrêtement de la prise en compte de ces charges salariales et sociales afférentes dans le calcul du revenu. On ne peut pas interdire aujourd'hui à quelqu'un de gagner plus que 12 ou 20 fois le revenu le plus faible. Mais on peut considérer que cette charge ne doit pas être déductible du bénéfice de l'entreprise. Voilà une proposition très concrète que nous faisons. Plus de cohésion, moins d'injustice, plus de créativité, plus d'empowerment, plus d'empuissancement de la société, plus de fécondité de la société. C'est la thèse que nous défendons. Et cette nouvelle entreprise, nous l'avons traduit avec Enrico Letta, avec 400 personnalités européennes qui sont sur un spectre politique très large, qui vont du centre à Podemos. 400 personnalités autour de Christophe Clerc ont lancé un appel à un nouveau modèle européen de l'entreprise. Nous ne sommes pas sur le modèle du capitalisme d'État asiatique et chinois en particulier. Nous ne sommes pas dans les standards néolibéraux
anglo-saxon. Nous sommes l'Europe. Nous avons un ethos, nous avons une éthique européenne. Elle doit se traduire concrètement, non pas dans des grands discours à Bruxelles ou à Strasbourg et dans une réalité quotidienne tragique pour les milieux populaires, elle doit se traduire dans une espérance commune. Oui. Et l'entreprise est un de ces espaces d'espérance. L'éthique, c'est aussi la lutte contre la fraude fiscale. Le gouvernement vient de faire adopter une loi là, pour lutter contre la fraude fiscale, notamment faire sauter ce fameux verrou de Bercy. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va assez loin? Alors, j'étais chef de file des socialistes dans la loi de séparation bancaire qu'on n'ait pas vraiment eu au passage, et nous avions introduit la transparence pour les banques. L'idée, c'est aujourd'hui d'aller plus loin et de faire la transparence pour les holdings. On se heurtait aujourd'hui à des directives européennes, et c'était le même discours. Tant que l'Europe ne le fait pas, est-ce qu'on peut le faire, etc. Moi, je salue aujourd'hui le travail d'Émilie Cariou. Nous avons, notre groupe socialiste, contribué à amender ce texte pour qu'il aille plus loin. Mais après la loi de séparation bancaire et les paradis fiscaux votée en 2013, après le Sapin 2, dont j'étais rapporteur et qui a marqué des avancées importantes sur les fonds vautours et la lutte contre la corruption en 2016. Je salue cette avancée qui est faite par la majorité actuelle, à laquelle des communistes, des insoumis et des socialistes ont contribué. Et je peux l'annoncer aujourd'hui, nous voterons cette loi dans sa formule, dans cette première lecture la semaine prochaine, parce qu'il y a des sujets sur lesquels nous pouvons nous entendre et nous sommes d'accord. Bien sûr, ça ne va pas assez loin. Et sur le verrou de Bercy et les paradis fiscaux, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais quand ça avance, il faut le dire et il faut le faire ensemble. La loi alimentation a été adoptée le week-end dernier en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Les agriculteurs sont déçus, sont en colère, notamment les syndicats, FNSEA et Confédération paysanne en tête, notamment à cause d'un amendement assez technique pour leur rémunération. En gros, les acteurs puissants, qui sont les distributeurs et les transformateurs, vont pouvoir continuer à faire pression à la baisse sur les prix. Comment rétablir un équilibre des forces pour fixer les prix? Dans la doxia libérale, il faut laisser les gens, c'est ce qu'on nous dit dans la majorité, le ministre de l'Agriculture, il faut que les gens se causent et se mettent d'accord. Nous, on répond qu'à l'expérience, c'est parfois le renard dans le poulailler, que l'écart des forces entre la grande distribution, la concentration dans certains domaines, je pense au lait, de certains transformateurs industriels, et la disparité des producteurs, la fragmentation de l'offre, crée des rapports léonins qui provoquent un déséquilibre sur le prix. Si vous rajoutez l'absence d'instruments de régulation à l'échelle européenne, on a bazardé les quotas laitiers, on a bazardé tout ce qui pouvait permettre l'équilibre de l'offre et la demande, et les traités internationaux, un peu Shadok, qui nous font échanger du bœuf contre du lait avec le Canada, on arrive à une menace sur nos territoires, une capacité de souveraineté alimentaire et de système de production, d'un écosystème de production très, très utile sur le plan écologique, qui est menacé aujourd'hui. Alors c'est la dignité des producteurs qui est menacée, mais c'est également nos écosystèmes agricoles et ruraux qui sont importants pour lutter contre le changement climatique. Donc ce libéralisme, ça ne marche pas. Et il fallait des régulations. Le libéralisme, ça ne marche pas. Pour l'agriculture, ça ne marche pas. L'esprit d'entreprise, ça marche. Parce que les paysans, ils ont un génie paysan, ils ont un sens de l'effort, ils ont un sens de l'innovation qu'ils ont démontré à travers toutes les générations. Mais le libéralisme sur l'agriculture, comme dans plein de domaines, ça ne marche pas. Il faut de la puissance publique de régulation et il faut un esprit d'entreprise. Et il faut conjuguer les deux. C'est ça la politique au XXIe siècle. Les dogmes libéraux de prenez-vous en charge, les individus s'émancipent, mais c'est un dictat Romain Masdot évoquait la loi qui a été présentée. Est-ce qu'elle va assez loin pour contraindre la grande distribution Bien sûr que non, puisqu'on n'a pas d'indicateur public, puisqu'on n'a pas d'arbitre in fine. Mais la loi est décevante sur d'autres champs. C'est la qualité alimentaire pour tous. Vous savez, moi j'étais investi sur ces questions-là depuis très longtemps, lutte contre la maîtrise des phytosanitaires dans le dernier mandat. Aujourd'hui, je travaille sur une mission sur le foncier. Donc ces questions-là, je les porte avec passion, avec beaucoup d'autres collègues socialistes et d'autres familles politiques. Et le glyphosate n'est pas dans la loi. On peut en parler, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a une immense espérance. C'est les États généraux de l'alimentation. Et je voudrais rendre hommage à Nicolas Hulot, parce que cette idée, c'est la sienne. Il fallait mettre les gens autour de la table, au sens propre et figuré. Il fallait mettre autour de la table, autour de la tradition agronomique, gastronomique de la France, qui rayonne dans le monde, qui fait partie de notre histoire, de notre République et de notre histoire, de notre civilisation. Il fallait les mettre autour de la table pour penser une réconciliation de la société et des paysans. Il fallait trouver un nouveau récit républicain autour de la nourriture. J'étais très heureux de cette initiative. Je me suis investi pleinement dans un des ateliers des États généraux. Et avec tous nos collègues animateurs d'ateliers, on a vu des gens qui étaient en contradiction les uns avec les autres se mettre à se parler et à trouver des solutions nouvelles. Et puis, il y a eu une loi
extrêmement décevante dans son ambition. Et puis il y a eu un débat parlementaire qui a été, je le dis clairement, régressif, qui était inférieur dans sa qualité de débat à ce qu'on avait vécu dans la société civile, dans les États généraux de l'alimentation. Et moi, je me pose une question démocratique sur l'absence d'ambition politique et sur une sorte d'incurie collective à faire valoir ce qui a été ce moment génial des États généraux de l'alimentation. Qui ont pris les choses en main. Les lobbies, notre propre désinvolture, notre incapacité à travailler sérieusement, etc. Vous savez, moi, la semaine dernière, l'événement, ce n'est pas la réglementation sur le glyphosate. L'événement, c'est l'étude de l'IDRI. J'étais à AgroParisTech la semaine dernière, invité avec Olivier Schutter, qui travaille sur les questions d'alimentation à l'échelle du monde. J'étais avec le président-directeur de l'INRA, et nous commentions une étude de l'IDRI, qui nous dit qu'on peut avoir une Europe agricole. Et ça, c'est ça les vraies informations et les vrais enjeux. Une Europe agricole qui se passe de pesticides et en grande partie d'engrais de synthèse, qui produisent certes un peu moins, mais qui produisent mieux, qui nous gardent nos capacités d'exportation, notamment pour l'équilibre alimentaire du Maghreb et d'une partie du Proche-Orient, qui nous permettent de continuer à consommer du vin et de la viande, certes en moindre quantité, mais suffisamment pour notre équilibre alimentaire, qui permettent une accessibilité à tous de cette alimentation. Mais il faut changer de système, il faut changer le modèle économique, il faut changer nos systèmes de production écologique, il faut faire de l'agroécologie. Est-ce que tout ça, c'est possible en restant dans le capitalisme? Puisque si on vous suit, le libéralisme, de point de vue dogmatique, et les règles de concurrence européennes et les règles des marchés internationaux pour l'agriculture, c'est un effondrement et c'est un échec. La réalité, c'est que, comme le disait Pisani, on aura besoin de tous les paysans du monde pour nourrir le monde. Les études produites par l'INRA et par le CIRAD nous disent que 10 milliards d'habitants, en 2050, c'est demain, c'est possible. Si nous savons partager la terre, si nous avons des marchés équilibrés, et si nous savons faire valoir tous les territoires produisent de façon équilibrée, eh bien ça, c'est pas une mondialisation Shadok, c'est pas le libéralisme qui donne toutes les clés à la grande distribution et à certains industriels, c'est un autre modèle économique qu'on a essayé de faire valoir dans les États généraux de l'alimentation, qu'on a mal traduit dans la loi. Moi, je me suis battu pour des amendements sur des conventions tripartites qui associent producteurs, transformateurs, distributeurs et qui soient visibles par les consommateurs. On s'est battu avec Guillaume Garot pour un combat pour la qualité alimentaire. À Télécarbone, chez nous, on a une expérience pour que les plus pauvres aient accès à la meilleure alimentation. Ça, c'est de la prévention santé, c'est de l'investissement social pour de vrai. Tous ces sujets-là, on est un peu passé à côté. Il faut défendre l'agriculture de groupe, le modèle coopératif. Il faut inventer l'agroécologie du XXIe siècle. C'est ça notre espérance. Elle passe par d'autres modèles que le chacun pour soi, l'appât du gain et l'accaparement. Elle passe par la notion de commun, de partage et d'innovation. Merci Romain Mazenot pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Nous retrouverons dans un court instant notre invité Dominique Potier qui sera interrogé par Alain Baron de Radio Notre-Dame. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Dominique Potier, député socialiste. Il est interrogé par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Monsieur Potier, bonjour. Bonjour. Vous avez cité tout à l'heure un chiffre, la Terre pourrait nourrir jusqu'à 10 milliards d'êtres humains. C'est crédible ça, ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de cette perspective? C'est crédible, c'est une étude de l'INRA et du CIRAD. Elle pose 5 conditions qui tous relèvent du partage. C'est le mot... peut-être dans la culture ici qu'on pourrait dire pour régulation. Elles procèdent du partage. Elles font terriblement écho à ce qui me semble être le logiciel politique du XXIe siècle. Je pense à Laudato Si du pape François, qui nous dit qu'il y a un lien indéfectible entre la justice et la vie. Chaque fois que la vie se dégrade, c'est source d'injustice incommensurable. Et chaque fois que il n'y a pas de solution aux questions écologiques, je pense à la transition énergétique notamment, qui ne passe par la justice et une place de la puissance publique. Donc sur les questions agricoles, savez-vous que l'accaparement des terres, qui aujourd'hui nous inquiète et sur laquelle on prépare une loi avec quelques collègues dans le cadre d'une mission qui sera rendue d'ici la fin de l'année. Juste pour le grand public, l'accaparement des terres, c'est le fait que des fonds de pension, des énormes capitaux arrivent et rachètent des terres. Spéculent sur la fin dans le monde et jouent sur la hausse du prix du foncier. Et là aussi, quand je dis que le libéralisme ne marche pas, c'est que chaque fois que quelques-uns s'enrichissent, ils fabriquent de la misère pour tous les autres. C'est vrai en spéculation foncière sur nos territoires ruraux, où l'arrivée de fonds d'investissement crée une perte de compétitivité pour l'ensemble des paysans et empêche le renouvellement des générations, qui est la clé de l'avenir de notre agriculture. L'intelligence et la force des hommes sera la richesse de demain sur nos terres, sur les terres les plus fertiles, avec le plus d'humus possible. C'est l'agroécologie qui passe par l'installation et le partage des terres. Mais à l'échelle du monde, l'ONU nous dit
avec la FAO, avec le CCFD, toutes les ONG investissent sur ces sujets, ils nous disent que l'accaparement des terres est une cause de violence et de misère supérieure aux guerres aujourd'hui dans le monde. Voilà les grands sujets. Le partage et la qualité du sol sont une des clés pour nourrir la terre. Donc, pour nourrir la terre, pour survivre, pour maîtriser le changement climatique, la justice et le partage sont les deux clés. Et moi, c'est le combat de ma vie, le combat politique, il n'a de sens que dans cet axe-là, le débat sur la justice. Si j'avais un reproche à faire, le plus important finalement, le plus fondamental à Emmanuel Macron et au mouvement En Marche, c'est de nier cette question de la controverse politique autour de la question de la justice. Leur mythe du managérial, du gestionnaire, de l'efficacité fait l'impasse sur les finalités et sur la question de la justice. C'est Ricoeur qui le dit. Je m'engage en politique d'abord parce que c'est injuste contre l'injustice et la politique est la quête d'un espace démocratique pour chercher le sens de la justice, avec des avis qu'il faut entendre dans le dialogue des uns et des autres, dans des équilibres à trouver. Nier cette fonction fondamentale de la justice, c'est nier le fait politique et affaiblir la démocratie. Donc on a besoin de démocratie et de quête de la justice. Elle est la clé de la survie de l'humanité pour nourrir la Terre et pour éviter le changement climatique. Quand des fonds chinois achètent des centaines d'hectares en France, il faut laisser faire ou il faut les interdire? Alors, vous savez, pour un Chinois, il y a 99 Gaulois. Hein, donc, mais les Chinois ont ceci de précieux qu'ils ont été des lanceurs d'alerte. Hein, l'arbre qui a révélé la forêt, de toutes les manipulations financières qui sévissent sur nos territoires. Je me bats depuis 4 ans sur ce combat. J'ai déposé 2 propositions de loi qui actuellement, constitutionnellement, ne fonctionnent pas. Et on prépare avec toute une équipe de parlementaires, un rapport qui va ouvrir les voies à une nouvelle régulation foncière. Et ça, c'est un peu nouveau dans la politique. Ce qu'on va dire pour chez nous, on va le dire un petit peu pour l'Europe et pour la planète. Ce qu'on ne peut plus délibérer aujourd'hui pour notre pays, vu les interdépendances. Et c'est une des limites des nationalistes, c'est qu'ils ne pensent pas les interdépendances, et c'est une limite des libéraux, c'est qu'ils ne pensent pas le temps long. Eh bien, on va essayer de faire des propositions de loi qui s'inscrivent dans le temps long, la protection des communs pour les générations qui viennent, et qui tiennent compte de nos interdépendances. Si nous ne voulons pas que les Chinois investissent chez nous, il faut peut-être qu'on s'interroge sur ce que font nos banques et parfois nos outils agro-industriels à Madagascar, en Éthiopie, en Tunisie ou ailleurs. Question de cohérence, question de réciprocité, c'est ce qu'on appelle dans une grande tradition la règle d'or. Alors le chef de l'État vient de présenter un plan pauvreté, semble-t-il ambitieux. Pour vous, c'est suffisant ou il y avait besoin de gauchir un peu la politique de M. Macron? Encore une fois, vous avez compris que je n'étais pas un bon commentateur de la vie politique au quotidien. Ça, je ne sais pas trop faire. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que ce dimanche, j'ai dialogué avec quelques responsables qui sont investis sur le terrain. Et je les connais bien parce que sur le territoire, on bosse avec eux et que j'ai tissé au fil du mandat politique de les 5 dernières années des liens très forts avec la société civile dans sa diversité et notamment les associations qui luttent contre la pauvreté. J'ai eu un dialogue avec ATD Quart Monde, le Secours catholique, le Secours populaire. Et j'ai écouté leur position nationale. Ils disent aujourd'hui, c'est un sursaut, ça va dans le bon sens. La question que j'ai posée, c'est d'abord un a priori de bonne volonté. C'est l'a priori de faire confiance dans la sincérité du plan. Mais cette sincérité, elle ne se paye pas de mots. Il va falloir la vérifier. C'est des questions budgétaires. Pour l'instant, on a le sentiment, ce que disent certains analystes, c'est surtout un jeu de bonneteau et qu'on a recyclé des fonds préexistants. Deuxième élément, on a repris, et on pourrait en être flatté, des idées qui avaient été installées dans la précédente mandature par la gauche. Donc il faudra peut-être rééquilibrer un jour le bilan. Mais la garantie jeune étendue, c'est une idée que nous avions avancée. Et puis, je pense à d'autres mesures qui sont des prolongements. Mais sur le fond, les 2 priorités, oui. La jeunesse et le retour au travail, vous partagez cette philosophie? Bien sûr, je les partage. Nous sommes investis 0 chômeur longue durée. On a une expérience sur notre territoire. On l'a porté pleinement. J'étais un des rapporteurs pour avis de cette loi qui a été votée à l'unanimité. Qu'on étende l'expérimentation est une bonne chose aujourd'hui. Donc il y a une forme de continuité. Il y a un effort budgétaire dont il va falloir vérifier la sincérité. Ça, c'est clair. Mais je le dis ici, au-delà de l'engagement de la puissance publique, il y a 2 exigences. C'est qu'on ne défasse pas d'un côté ce qu'on fait de l'autre. Je pense aux APL, par exemple, dont les effets sur les milieux populaires, je le vérifie dans la circonscription en permanence, sont désastreux. Alors si on coupe les APL, on peut redonner après de l'argent par ailleurs, on n'y arrivera pas. Donc il faut une cohérence des politiques publiques. Je n'oublie pas les 5 milliards qui ont été donnés aux quelques pourcents des Français les plus riches. Ils vont nous manquer terriblement
pour faire valoir tout le potentiel de création de richesse et de génie que portent les milieux populaires privés d'accès au monde du travail aujourd'hui. Donc je pense vraiment qu'il y a une question de cohérence. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on ne résoudra pas tout par la puissance publique. Il faut que notre société redécouvre et une conversion. Moi, j'appelle les plus riches, les classes moyennes supérieures, à une sorte de conversion du regard, à une conversion tout court. La révolution, elle sera aussi spirituelle. Il faut qu'on arrête ces égoïsmes de corporations, de classes sociales, de milieux qui, aujourd'hui, s'agrippent à leurs privilèges et qui refusent un monde plus juste, plus égalitaire, qui serait une société plus sûre et plus créative, j'en suis absolument convaincu. Donc il faut que notre société soit généreuse pour de vrai, investie. Et je leur dis ici, c'est que, en fait, la conversion du regard, c'est de redécouvrir qu'il y a une joie sans commune mesure, qu'aucune société marchande ne nous donnera, aucun bien matériel ne nous donnera, qui est celui du partage, du temps, des connaissances et des biens avec ceux qui sont les plus fragiles. Tous ceux qui en ont fait l'expérience en sortent grandis, il faut que ça soit viral maintenant. Le revenu universel, c'est une bonne idée? Sur ces questions-là, comme sur d'autres, je suis dans la prudence et dans la recherche. Je suis très attaché au travail comme œuvre, au fait que le travail est le premier lieu de la dignité de la personne. Quand je rentre le soir, je dis... Dominique Potier, c'est pas ce que disait le candidat que vous aviez soutenu à la présidentielle, Benoît Hamon, qui disait qu'il n'y aurait pas du travail pour tout le monde. Je pense que Benoît Hamon, sur ce sujet, a été caricaturé. Moi, je suis plutôt... Sur ces sujets, on est en recherche. Alors, on n'est pas là pour se donner des leçons. Et je ne veux pas critiquer Benoît Hamon ou dire que ce que dit Emmanuel Macron, en l'occurrence, est totalement... On doit le jeter et tout. Chez nous, dans notre département, autour de Mathieu Klein, en Meurthe-et-Moselle, on expérimente, comme dans 12 autres départements, le revenu de base. Mais on le fait sous la forme d'une demande d'expérimentation. C'est-à-dire sur ces sujets, qui sont des sujets de civilisation, le rapport au travail, la révolution numérique et les dégâts qu'elle va faire, etc., nous devons avoir une approche qui est expérimentale et de recherche et de dialogue. Je le pense profondément. Pour ma part, j'ai une borne. C'est que je pense profondément que je n'imagine pas qu'une partie de la société soit considérée comme indésirable, inutile. Je pense qu'on est tous irremplaçables et que le travail est irremplaçable dans l'accomplissement d'une vie et dans sa dignité. Alors il va falloir le partager, il va falloir le réinventer. Mais moi, j'aime l'idée qu'à la fin d'une journée, on ait quelque chose à dire à ses pères, à ses enfants. J'aime l'idée qu'à la fin d'une vie, on puisse dire « voici la part d'œuvre que j'ai accomplie dans le bout d'humanité qui a été le mien, etc. » J'imagine pas une société de producteurs d'élite et de personnes considérées comme des déchets. J'imagine une société où chacun puisse prendre part à la réalisation d'une œuvre commune. Voilà. Donc mon rapport au travail, il est celui-là. Je suis plutôt du côté de l'effort, du mérite et en même temps du partage. Encore une fois, l'esprit d'entreprise, l'accomplissement d'une vie, il ne passe pas que par un compte en banque. Il passe aussi par le bonheur d'avoir réalisé une œuvre sur Terre, dans un métier, et aussi dans une relation aux autres. Pour changer de domaine, parlons un peu de bioéthique. On se rappelle qu'au moment de la loi Taubira, vous aviez une position un peu singulière au sein du PS. Là, on va, après les états généraux de la bioéthique, il semblerait qu'on aille vers un élargissement de la PMA, et sans doute aussi de la GPA. Quelles sont vos positions là-dessus? Elles seront... comme pour le mariage pour tous, d'abord une démarche d'humilité. Je suis pour ma part devant un vertige où je me dis que, en vérité, voter pour une position ou l'autre me laissera insatisfait et frustré quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de position tranchée et de certitude. Je ne suis pas de cela. Je suis en recherche. Et je cherche un peu quels sont... J'écoute le dialogue qui s'est installé autour du CCNE. Je salue le travail des États généraux de la bioéthique dans la capacité à établir un véritable dialogue, une recherche commune. J'écoute ce que vont dire les différents partis, ce que va dire le CCNE mardi, où il va rendre une déclaration, un avis. Je suis d'abord dans l'écoute et dans le dialogue. Je dis ça parce que si on a raté quelque chose pour le mariage pour tous, ça a été l'opposition de deux certitudes. Ça a été un mur qui s'est installé. Or, sur ces questions-là, je pense que le dialogue et la recherche de ce que nous avons en commun comme humanité, non pas un rapport de force avec des majorités. Le débat sur la fin de vie avec des sondages qui auraient dû influencer la vie des députés me paraît être une régression démocratique. Il faut absolument qu'on rentre dans un dialogue en vérité où on se dise quelles sont les conséquences de nos actes. L'éthique, c'est pas seulement être dans le désir, dans la passion ou dans la compassion immédiate. C'est se dire quelles conséquences civilisationnelles, quelles conséquences pour l'ensemble de la société. Et quelles conséquences, c'est une de mes bornes éthiques pour les plus fragiles d'entre nous,
une décision sur la fin de vie, une décision sur la genèse de la vie, à travers la PMA ou la GPA, va avoir sur l'ensemble de la société. Qu'est-ce que ça dit de l'humain et quelles conséquences ça porte pour notre société aujourd'hui et demain. Et pour ma part, j'entends le désir de parentalité réaffirmé sur un modèle familial traditionnel, qui est érigé parfois comme un sanctuarisé, j'ai envie de dire, idéalisé, et je sais la violence que ça peut procurer pour d'autres. Et puis, j'entends, notamment de la part de personnes seules ou de couples homosexuels, ce désir d'enfant authentique. Et je regarde tout ça avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'attention, et je vais d'abord rentrer dans le dialogue. Mais ce qu'on entend finalement, c'est beaucoup une revendication de liberté et une revendication d'égalité. Pour ma part, je serai attentif à ne pas penser ces deux éléments sans penser le troisième de la devise républicaine, qui est celui de la fraternité, et qui peut relier ce désir de liberté et ce désir d'égalité, la question de l'enfant, la question des plus fragiles, la question des conséquences sur la signification du corps humain, qui me rend d'emblée opposé à la GPA, très clairement. Ma position là-dessus est tranchée, qui me rend hostile à une révision de l'accord Claes-Leonetti sur la fin de vie, me rend aujourd'hui dans une démarche d'ouverture et de dialogue sur la question de la PMA. Mon a priori serait une mesure de prudence et de refus par prudence. Mais je pense qu'on ne peut pas éternellement repousser le débat, et je rentrerai dans ce débat dans une logique d'ouverture et de dialogue. Voilà. L'invasion de la science partout, l'intelligence artificielle, l'homme augmenté, c'est vrai aussi dans le domaine de la filiation, de la reproduction. On voit que la science a de plus en plus d'emprise sur la vie. Tout ça, c'est réfléchi actuellement par le monde politique, où il y a un impensé. Il y a un impensé, mais on se soigne. C'est-à-dire, je note que les travaux je cherche son prénom, Didier Sicard, c'est ça, Didier Sicard, à l'époque, ont inauguré un nouveau style de libération politique, à la fois dans les territoires, dans la société civile, et bien organisé à l'échelle nationale. Et je note la progression des instruments démocratiques dont nous nous dotons pour réfléchir ces questions-là. Et je salue le travail qui est fait par le président de la République avec le CCNE pour avoir une démarche de discernement et organiser ce discernement. Et je pense que les spiritualités sont aujourd'hui respectées dans ce dialogue-là, dans leur diversité, etc. Bon. Je note quand même qu'il y a de la part d'un certain nombre d'acteurs un certain dogmatisme qu'il nous faut combattre. Ce n'est pas parce que la science peut faire quelque chose qu'on doit le faire. Et je ne vois pas en quoi il y aura un progressisme à permettre tout ce que la science permet. Ça, c'est une régression philosophique et spirituelle qui me paraît extrêmement grave. Donc, pas d'égalité et de liberté sans fraternité, pas de dogme scientifique du possible qui devient une évidence. Il faut, sur ce chemin-là, avancer avec sagesse, prudence, en ayant en permanence le souci des conséquences au bout du monde, au bout de la rue, pour les plus fragiles, et pour ce qui forme notre commun social et le cœur de ce qu'est notre humanité. Donc des démarches de prudence, pas de résistance dogmatique, mais de grande prudence sur ce sujet. Alors, il nous reste 1 minute pour conclure cette émission. Une dernière question très courte d'Alain Baron. Oui, si j'ai bien compris, il n'y a pas de droit à l'enfant absolu, comme selon vous. Il n'y a pas d'absolu en la matière. Il n'y a qu'un absolu. C'est aujourd'hui faire de la politique. Et je l'ai rencontré à Thésée, j'ai rencontré à Marseille avec la France Insoumise, j'ai rencontré avec des jeunes d'éducation populaire du MRC. J'ai passé beaucoup de temps. Je suis parrain d'une promo d'agronomes à Nancy, etc. Tous ces jeunes que j'ai rencontrés pendant l'été et ces derniers jours sont des jeunes généreux, épris d'idéal. Mais ils ont une grande défiance vis-à-vis de la vie politique. Et si nous pouvions essayer d'être à la hauteur de l'espérance de ces jeunes que j'ai rencontrés cet été, c'est mon plus grand désir aujourd'hui. Et pour ça, je sais qu'on a 2 défis qui sont en fait le même combat. C'est le défi de 2 fragilités, qui est notre commun aujourd'hui. C'est la maison commune qui brûle. L'urgence absolue de lutter contre le changement climatique. Et le deuxième élément, la deuxième humanité qui est fragile, c'est la dignité humaine. Et moi, je suis persuadé, si j'avais un corpus politique et un seul corpus politique, c'est que la dignité humaine et la maison commune, c'est le même combat pour l'homme que nous devons mener aujourd'hui, avec des convictions, j'en ai, mais avec un esprit d'ouverture qui ne doit pas connaître de frontières. Merci beaucoup, Dominique Potier. Nous allons conclure sur ces paroles. Vous avez été donc notre invité de ce Face aux chrétiens, et la semaine prochaine, notre invité sera Thomas Meunier, député La République En Marche. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.